C'est beau. OK. Voilà. Alors, merci d'être avec nous, chèrement, pour recevoir deux femmes, deux féministes universalistes qui n'ont cessé d'apporter leur pierre à l'édifice des droits des femmes pour une égalité de fait et non de façade. Toutes les deux ont des parcours fascinants et j'ai beaucoup appris sur Luce. Ma chère Luce, cher André, merci d'avoir accepté simplement d'animer cette rencontre qui fait partie de la vie associative de PDF Québec. Alors, je présente les deux conférencières. Docteur en anthropologie, Luce Cloutier a travaillé plus de 15 ans en développement international dans divers pays d'Afrique et d'Asie. Elle a œuvré dans les secteurs des droits humains et de l'égalité entre les femmes et les hommes, plus précisément en promotion de la santé, en développement communautaire, en information, éducation et communication en santé dans les pays en transition économique et en zone post-conflictuelle. Même si je connais Luce depuis 2013, je vous avoue que ce n'est qu'hier que j'ai découvert un côté dont elle parle très peu ou jamais. J'ai eu un réel plaisir de découvrir une femme bien discrète sur sa grande sensibilité envers la souffrance de toutes les femmes. J'ai découvert une femme qui, bien généreusement et modestement, a prêté sa voix à toutes ces femmes muettes dont elle a croisé le chemin. À travers une demi-douzaine de livres, ce sont les filles et les femmes qui sont racontées ou romancées dans leur quotidien. Dans son roman Un monde sans elle, elle décrit des scientifiques persévérants, opiniâtres, qui partent à la conquête de moyens pour concrétiser la maternité machinique, c'est-à-dire l'utérus artificiel. Dans le village des femmes, elle décrit ces femmes, ces pionnières, qui ont atteint des sommets insoupçonnés. Et c'est malgré elles qu'elles vont se retrouver au centre d'un mouvement national de solidarité. Ce livre est suivi de La débrouille. 20 ans après le village des femmes, les enfants ont grandi, les activités se sont multipliées, la reconnaissance des femmes est validée, mais encore contestée. Un si beau refuge appelle à un comportement respectueux de l'environnement. Je ne sais pas, Luce, où tu vas chercher le temps qui me manque cruellement pour passer de l'écriture à la réalisation. Avec des moyens de fortune, en compagnie de France Mercier, Luce Cloutier réalise un documentaire en vue de dénoncer et de sensibiliser sur les gages de schiste et leur impact sur les personnes et leur environnement. Le film s'intitule 20 000 puits sous les terres. Il donne la parole aux victimes de cette industrie et montre leur vécu bouleversé. Ce documentaire a été traduit et projeté dans plusieurs pays européens. Luce Cloutier est aussi présidente du mouvement Montérégie français. Elle a présenté des plaintes concernant l'affichage de certaines églises et constate que plus un secteur se développe, plus l'anglicisation avance. Luce Cloutier est membre du comité vie économique à PDF Québec avec Christy Lévesque. Et aujourd'hui, c'est de mutilation génitale féminine que Luce Cloutier a accepté de nous parler. Andrea Kopoulou. Andrea Kopoulou est détentrice d'un doctorat en médecine à l'université de Lyon, en France. Elle est aussi détentrice d'une maîtrise en sociologie. Après un passage en Martinique, où elle exerce la médecine dans le domaine de la psychiatrie, elle s'établit au Québec en 1960, en pleine Révolution tranquille. Elle occupe plusieurs postes en enseignement. Elle a été professeure en sociologie à l'Université de Montréal et à l'Université du Québec à Montréal. André, infatigable et curieuse à ce jour, multiplie les défis. Elle co-dirige avec Nicole Brossard pendant 6 ans la collection Délire aux éditions Parti pris et occupe plusieurs autres postes chez différents éditeurs. Elle publie quelques livres qu'elle consacre à sa formation première, la médecine. Hans Selye ou La cathédrale du stress. À travers ce livre, elle présente Hans Selye, un pionnier des études sur le stress. Henri Ellenberger, Une vie de 1905 à 1993. C'est un médecin, elle présente un médecin psychiatre, criminologue et auteur de l'œuvre monumentalement louée, La découverte de l'inconscient. Alors, elle publie aussi la découverte de la sclérose en plaques, la raison nosographique. Andrea Kopoulou exprime son espoir de juguler cette maladie dégénérative. En 1960, elle est piquée par la Révolution tranquille. André est une féministe née. L'injustice et la bêtise la révoltent
au plus haut point, mais toujours avec une passion sage et raisonnée. Elle publie au nom du Père, du Fils et de Duplessis. André Yanoukoulo nous rappelle le sort fait aux femmes dans les régimes fascistes d'inspiration religieuse ou idéologique. En femme visionnaire, elle appelle à la vigilance. Puis le regroupement des femmes québécoises de 1976 à 1981. Ce regroupement aura su en quelques années soutenir des actions de masse importantes. André rappelle avec raison l'histoire de Dalila Machino, qui, mariée à un Québécois, fut kidnappée à Dorval pour être ramenée en Algérie. J'ai vécu la même histoire que toi, André, mais de l'autre côté de l'Atlantique, en Algérie. Alors, elle écrit aussi sur un couple mythique, engagé, qui partageait un même idéal de justice. Il s'agit de Simone Monet-Chartrand et Michel, qu'elle a coécrit en collaboration avec l'historien Paul Labonne en 2010. Puis vint Ciné Uberaka. Et en 2013, elle publie Prendre acte. André nous partage le parcours de toute une vie intellectuelle, personnelle, un regard aiguisé sur un Québec en profonde transformation et un engagement constant pour la cause des femmes. Et nous arrivons en 2017 où elle publie en collaboration avec Michel Sirois, une autre exceptionnelle Diane Guilbeault, à qui nous dédions cette rencontre, pour les droits des femmes du Québec. Ce livre se résume par cette citation des autrices, et que j'ai trouvée magnifique. Car l'évidence est là. Quelques dominés, quelques minorisés, quelques bâillonnés, quelques asservis que soit un homme, il y aura toujours un être humain qu'il pourra dominer, minoriser, bâillonner, asservir, sa femme. Nous accueillons Luce Cloutier pour nous parler de cette abjection que sont les mutilations génitales féminines. Merci d'avoir accepté et merci à toutes les membres qui sont présents. Merci beaucoup, Leïla. C'est vraiment c'est un éloge assez remarquable. Et puis, moi, ça me touche personnellement. Puis, je suis sûre qu'André aussi. Oui, absolument, je trouve que bien. Merci beaucoup d'avoir pris le temps et puis d'avoir réuni tous ces renseignements et puis d'avoir tout mis ensemble pour nous présenter. C'est vraiment, je suis très touchée. Je te remercie beaucoup. Merci. Et je vous invite à regarder le documentaire. Je l'ai regardé, vraiment, ça vaut le coup. Hein. Il est poignant. Sur les gaz de schiste. Oui. Ah oui, oui. Ouais, oui. Et ça se passe ici au Québec. Oui. C'est véritablement ce que les gens éprouvaient, c'était l'expérience directe des gens qui étaient touchés par la possibilité ou même la présence d'un puits de gaz de schiste sans qu'il y ait eu aucune information ou communication aux gens. En tout cas, oui. On le trouve sur YouTube. C'était fait avec des petits moyens, vraiment spontanément, sur l'impulsion du moment. Puis les gens ont quand même participé. Puis ça a été, c'est quand même les gens qui l'ont fait ce film parce qu'ils ont voulu. On l'a utilisé dans des conférences, dans des présentations, et puis il y a eu toutes sortes de réactions. Étonnant. Bon, André, on commence? On commence. OK, on met sur le PowerPoint. Oui, vas-y. Chantal, est-ce que tu as mis Luce et André en host pour qu'ils puissent faire un partage d'écran? J'ai permis le partage d'écran par tous. Est-ce que ça devrait marcher ou je dois les mettre host? Il faut qu'ils soient host pour avoir un partage d'écran. OK. Le partage d'écran. Il est là, share screen. Ouais. Est-ce qu'on peut… Voilà. OK, je peux le mettre. Où est-ce qu'il est? Juste dans le milieu en bas. Il devrait être vert. Comment? Il devrait être vert. Oui. Vert, d'accord, mais là, je ne trouve plus le document. Non. Sortant de la réunion, share screen.
Si tu fais share screen, après ça, tu cliques sur ton document, puis on va le voir apparaître. Ben là, je ne vois plus le document. 30 secondes. Je vais aller le chercher ici. Où est-ce qu'il est? Je le trouve. Je suis énervé. Une minute, là, je le cherche. Pas de problème. Voyons, il était là tantôt. Où est-ce qu'il est le PowerPoint? Oui, il était là. Je suis témoin. On l'a testé. Voyons, PowerPoint. Ben, je ne le trouve plus. Il y en a un de PowerPoint. Là. Non, non, c'est pas ça. Il est C'est à pas part. Il est marqué PowerPoint. Voyons, pourquoi on ne le trouve plus? Tantôt, on l'avait. Merde. Est-ce qu'il est là? Si tu vas dans PowerPoint, tu peux peut-être voir les précédents, les récents, parce que tu l'as ouvert. Le docteur, c'est lequel? C'est pas le bon, celui-là. Oui, c'est le bon. C'est le bon? Oui, je D'accord. l'ai. OK, excusez, là. Comment je fais pour le remettre, Christine? Ben, là, tu l'as ouvert sur ton Oui. ordi. Bon, là, Oui. fais Share Screen. C'est vert en bas dans le milieu, en plein milieu. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Tantôt, ça marchait très bien. Encore. Où est-ce qu'il est? Si tu veux, tu peux me l'envoyer, puis moi, je peux le faire en partage d'écran. Oui, envoie-le, envoie-le. Attends une seconde, je vais essayer. Je ne comprends pas. Pourquoi tantôt? Ah, Voilà. Bon, ça va. Ah, parfait. Voilà. je ne sais pas pourquoi. En tout cas, Et le puis, mystère de la vie. Il peux est le là, c'est mettre- le plus important. tu peux le mettre Oui, en c'est ça. diaporama. Bon, alors, si on commence, j'ai l'impression de parler à des gens qui se connaissent déjà et puis parler des gens qui sont Luce, convaincus. tu veux-tu mais- le mettre en diaporama? Ben là, en diaporama, On comme commence, on commence. Attends, en complètement en diaporama. bas. Tu sais, comme on a fait tout à l'heure. Oui, c'était où déjà? C'est complètement en bas, où c'est écrit notes et commentaires. En, Ah, tu en vois. bas de ton PowerPoint. En bas, là, complètement en bas. Non, non, excuse. En bas, plus, mettons, vers la droite, en bas. Descends, 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 descends. Tu vois, tout c'est écrit notes. Ah oui, 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 oui. Ici, s'appelle? là. Oui, juste non, c'est le petit, c'est ça. OK, excusez. Hein. C'est beau. Pourtant, Très bien. tantôt, ça a été très bien. Puis là, C'est vrai. bon. Je suis témoin. Bon, comment on fait pour Alors, avoir... on commence là. Attends, Oh mon Dieu. Mais quoi? Tu peux faire Précédent. bouton droit, c'est ça, exactement, c'est ça. Là, je vais aller à la première. Hein. Dis donc, qu'est-ce qui se passe? Précédente. Merde. Sinon, Précédente. On se lance Précédente. Excusez, là, on va Pas de retourner. problème. On est en train de passer en revue toute la répartie. On passe à l'envers. Oui, oui. OK. OK. Bon. Alors, on commence par quelques chiffres pour fixer les idées. Ils sont approximatifs parce que la réalité, non seulement est difficile à connaître, mais elle est fluctuante, elle diffère d'un pays à l'autre et même, on peut dire, d'une année à l'autre. Mais en gros, on peut dire que chaque jour, environ 6000 femmes sont excisées dans le monde, soit en gros, chaque année, près de 3 millions. Autrement dit, où que ce soit, une petite fille est victime de mutilation génitale toutes les 10 secondes. Et autrement dit encore, depuis que nous avons commencé à vous parler, 6 nouvelles excisions ont été pratiquées. On sait que les MGF dans le monde ont été interdites par l'Organisation des Nations Unies par une motion qui était adoptée le 20 décembre 2012. Alors, comme André l'a déjà dit, les chiffres sont très difficiles à collecter parce qu'on sait que ces pratiques ont plutôt tendance à se répandre dans le monde compte tenu de la situation de l'immigration actuelle, mais aussi compte tenu du fait que dans certains pays, c'est interdit, mais ça se fait quand même en cachette. On peut aussi essayer de voir quelle est la répartition dans le monde. On sait qu'elle se pratique en Égypte et au Moyen-Orient, c'est-à-dire Iran, Irak, Yémen, en Asie, en Indonésie, en Malaisie, en Inde, au Pakistan, au Bhoutan,
en Afrique, dans des communautés musulmanes, chrétiennes, animistes et dans la communauté juive des Falachas Oui. en Éthiopie. Ouais. Autrement dit, avec toutes les migrations que l'on connaît aujourd'hui, on peut dire qu'on les trouve de plus en plus partout dans le monde, dans tous les continents, tous les pays. Voilà une photo. L'OMS distingue 4 types de mutilation génitale féminine. Bon, la clitoridectomie, où il y a seulement une partie du clitoris qui est coupée, enlevée, qui est prélevée. Le type 2, l'excision, où on enlève absolument tout, le clitoris, même les petites lèvres, dépendamment de l'endroit ou de la personne qui pratique l'excision. Ensuite, le type 3, qui est l'infibulation, qu'on appelle aussi excision pharaonique. Ça, c'est la coupure des petites lèvres, des grandes lèvres, de trous, et puis même rétrécissement de l'orifice, qui laisse difficilement passer les menstrues ou bien le sang des menstruations ou même l'urine. Et puis, le type 4, c'est toutes les sortes d'interventions qui sont pratiquées sur les organes génitaux, mais qui occupent à des fins non thérapeutiques, comme on dit ici, les ponctions, les percements, l'incision, la subincision, la scarification, cautérisation, l'introcision. En tout cas, il y a toutes sortes de petites fantaisies qui se passent qui distinguent, disons, les MGF. Et puis, il ne faut surtout pas parler de circoncision, mais vraiment d'excision. Oui, parce qu'on associe souvent, et vous ne serez pas étonnés de savoir que ce sont surtout les hommes, on associe souvent excision et circoncision. Alors, qu'en est-il exactement de la comparaison qu'on peut faire? En fait, elles sont incomparables quant à la douleur et aux dommages subis. La douleur, parce que le clitoris est beaucoup plus innervé que le gland. Il reçoit 8000 terminaisons nerveuses en moyenne, le gland 6000. Et puis parce que les dommages sont d'une gravité incomparable, c'est-à-dire dans le cas des excisions, ce sont des dommages qui vont durer pendant toute la vie de la personne, tandis que pour la circoncision, c'est différent, on va le voir un peu tout à l'heure, mais il reste bien évidemment que les deux portent atteinte à l'intégrité du corps à laquelle chacune a droit. Voici la carte qui présente les mutilations génitales féminines dans le monde. C'est sûr que date de 2011, qu'il y a sûrement des justificatifs à refaire à cette carte. Bon, on voit ici quand même la présence en Amérique du Nord, peut-être moins de 10%, mais encore, c'est très difficile à évaluer parce qu'on sait que les choses se font en secret. On n'arrive pas à avoir une idée du taux, de ce qui peut se faire même en cachette, et c'est parce qu'il y a un silence absolu qui se fait, qui se conserve ici à travers les communautés immigrantes. Et puis, on voit bon, que l'Afrique, le Moyen-Orient, finalement, et l'Indonésie sont quand même les pays où le taux est quand même de plus de 50%. C'est énorme. Puis là, bon... Alors, pourquoi est-ce que l'excision, l'infibulation sont perpétuées? Alors, les arguments pour sont les suivants. Bon, d'abord, il y a le respect des coutumes, le respect de la tradition, des rites de passage au moment des cérémonies d'initiation. C'est une inscription corporelle de la distinction fondamentale homme-femme. L'idée qu'une femme non excisée ou non infibulée est impure. La croyance que ces pratiques rendent les femmes plus fécondes. L'obligation religieuse dans pas mal de pays, l'Indonésie, etc. Et le refus des hommes d'épouser une femme qui n'a pas été excisée. Aujourd'hui, il y a des choses quand même, il y a des changements qui se pratiquent parce que justement certains pays ont bloqué, empêchent, interdisent la pratique. Alors, pour que ça ne paraisse pas,
on le fait de plus en plus, on recourt de plus en plus à l'excision chez des bébés, chez des petites filles de plus en plus jeunes parce qu'elles ne peuvent pas s'exprimer, elles ne peuvent pas en parler. Alors, à ce moment-là, est-ce qu'on peut dire que les gens peuvent encore utiliser la justification de la pratique traditionnelle, du moment de passage? En tout cas, on voit que la pratique elle-même finit par annihiler l'explication qu'on en donne. Il faut savoir, parce que c'est ça qui différencie finalement les mutilations de la circoncision, les conséquences de ces mutilations. Il y a très souvent des complications qui parfois peuvent être très graves, c'est-à-dire des lésions. Il faut savoir que c'est pratiqué par une vieille femme qui n'a aucune idée de l'anatomie ni rien du tout, qui manie son rasoir selon l'expérience qu'elle a pu en avoir. Donc, complications parfois très graves, des lésions à l'urètre ou à l'anus, des infections secondaires susceptibles de gagner la vessie et d'entraîner à long terme la stérilité, ou encore des fistules vésico-urinaires accompagnées d'incontinence urinaire ou fécale. À l'accouchement, autre série de conséquences, déchirure, lacération périnéale, retard dans le travail, inertie utérine, lésions cérébrales importantes affectant le fœtus, voire la mort fœtale. Parfois, il y a accolement involontaire des petites lèvres, la formation de kéloïdes, c'est-à-dire des cicatrices qui ne sont pas du tout homogènes et qui sont fort gênantes, de kystes, d'infections pelviennes chroniques qui peuvent entraîner des cas de dyspareunie, c'est-à-dire qu'à l'accouchement, il y a des difficultés, et des fissures anales. Il peut y avoir également une contamination particulièrement fréquente par le virus du sida. Et au plan de la sexualité à proprement parler, une diminution du plaisir psychologique. Il peut y avoir des douleurs lors des rapports et puis plus globalement un retentissement possible sur le sentiment d'identité féminine. Finalement, si on prend tout ça, on voit qu'il n'y a aucun bienfait pour la santé. Il ne peut y avoir que des complications et ces complications risquent parfois d'être mortelles. Là, on veut parler du docteur Foldès parce que c'est un médecin et le co-inventeur avec un autre urologue, Jean-Antoine Robin. Il y a une méthode chirurgicale, une méthode de réparation qui permet de réparer les dommages causés par l'excision ou même l'infibulation. Aujourd'hui, presque nous avons tous entendu parler probablement du travail du docteur Mukwege qui est au Congo, qui est finalement menacé de mort et qui doit finalement, et qui est contraint de vivre dans son hôpital avec des gardes du corps. Parce qu'on dit qu'il a terni l'image du Congo en allant aux Nations Unies et en parlant de la situation des femmes qui sont meurtries, blessées, tuées à cause des petites guerres et des guerres qui sont toujours présentes au Congo. Le docteur Foldès parle aussi du clitoris comme un organe parce qu'il soulignait que dans tous les livres de médecine et puis dans les bibliographies mondiales sur l'anatomie humaine, on n'en parlait pas du clitoris. C'était quelque chose qui n'existait pas, qui démontre quand même le peu d'importance que les femmes peuvent occuper aux yeux de la société. On peut dire qu'au cours des 19e et 20e siècles, il y a eu contestation de la coutume par des missionnaires soit catholiques, soit protestants, par des administrateurs coloniaux, des professionnels de la santé qui tentent de décourager la pratique, mais qui n'ont eu, comme vous le pensez bien, aucun succès dans ce but-là. Sur le plan international, il y a eu longtemps un long silence qui a prévalu parce que le sujet est tabou, la volonté politique plutôt absente,
et parce que prévalent les notions de respect des coutumes, respect des groupes humains qui sont autres que les nôtres, et le principe de non-ingérence dans les affaires d'un État qui est par définition souverain. Alors finalement, il y a, à long terme, avec l'action des féministes, bien de personnes engagées à différents niveaux dans les ONG, ou les organisations des Nations Unies, il y a eu une internationalisation d'une prise de conscience de la complexité de la gravité. Alors, c'est à ce moment-là qu'on voit que les organisations internationales s'impliquent et puis que il y a énormément maintenant de vastes opérations qui sont engagées pour éliminer les pratiques. Et puis, ça a donné quand même des résultats. Par exemple, le Burkina Faso qui a interdit les mutilations, le Sénégal, d'autres pays aussi. Mais avec, on verra peut-être plus tard si on en parle avec toutes les conséquences que ça apporte. Alors, quels sont les facteurs qui ont fait que il y a une conscientisation générale du phénomène? D'abord que la pratique des mutilations génitales féminines a connu une étendue géographique incontestable. Il y a l'immigration de ces pratiques vers l'Occident. On peut citer également l'influence des mouvements féministes occidentaux. Du côté de la littérature française, j'aimerais rappeler le travail de Benoît de Groux, qui a été la première, je crois, la première à dénoncer la chose. Il y a le travail et l'engagement aussi de certains États, principalement africains, qui ont décidé de mener la lutte à cette tradition. Et il y a le travail accompli par certaines ONG et des individus pour l'abolition de ces pratiques, ce qui fait que, en gros, peu à peu, l'existence même de ces pratiques a fini par être pas mal connue. On en parlera plus tard, mais on voit qu'il y a toujours un va-et-vient par rapport aux pratiques. Ce n'est pas parce qu'un pays, à un moment donné, a interdit la pratique qu'il n'est pas revenu sur sa décision, comme c'est le cas de l'Indonésie, par exemple. Au Québec, qu'est-ce qui se passe? On voit que nous, depuis le temps qu'on travaille, on a commencé avec différentes organisations, de différentes manières, en faisant des conférences et compagnie. On se rend compte qu'on est placé devant une population qui est complètement ignorante des faits. Puis là, on souligne ici que dans le journal La Presse de 1975, il y avait une personne qui avait quand même signalé l'existence de cette pratique. Et puis, on voit que le personnel du milieu médical, social, communautaire, éducatif se dit peu informé de ces coutumes, mais aussi, d'après notre expérience, on s'est rendu compte qu'ils refusent d'en parler. Alors, on se dit pourquoi ce silence absolu au Québec, mais aussi les groupes d'immigrants ou d'immigrants refusent aussi d'en parler très souvent. Il y a des gens qui sont des adversaires, heureusement, à la pratique des mutilations génitales féminines au Québec et qui font valoir que ce qui est un fait incontestable, les MGF ont des conséquences graves et même souvent néfastes pour la santé et l'intégrité physique, psychologique et morale des fillettes et des femmes. Elles sont manifestement un obstacle à l'intégration des fillettes à la société d'accueil. Il y a aussi, par contre, des gens qui sont favorables à la pratique des mutilations génitales féminines au Québec et qui font valoir que, par exemple, les gens reçoivent des pressions de leur famille d'origine et doivent suivre les coutumes de leur pays. Cette opération-là doit être pratiquée. Et puis, finalement, le fait d'être en contact presque d'une manière permanente avec les fameux téléphones, les gens reçoivent beaucoup d'injonctions pour faire la pratique. Alors, il y en a qui vont dire aussi qu'il y a une ingérence de la part du pays d'accueil et puis qu'il faut respecter les traditions qui sont perpétuées par de telles pratiques. Finalement, on en arrive à la fameuse notion de relativisme culturel ou de multiculturalisme comme on le connaît au Canada. Alors,
gens-là ajoutent que les croyances, pour détailler un petit peu ce que Luce vient de nous dire, les croyances, les activités mentales d'un individu sont relatives à la culture à laquelle ces activités appartiennent et à laquelle cette culture, appartient et constitue pour lui la référence. Autrement dit, toutes les cultures se valent et on ne saurait établir entre elles de hiérarchie. On ne saurait juger la façon d'être, de penser ou d'agir d'un étranger qu'en essayant de le comprendre à travers sa culture à lui. C'est ce qu'on appelle le relativisme culturel. Alors, on voit que le relativisme culturel, contrairement à l'idée qui initie, si on veut, sa définition, on voit que ça conduit beaucoup plus facilement à la division et au communautarisme qu'à la cohabitation ou au vivre ensemble. Parce que chacun va affirmer sa particularité, son importance et puis sa pensée, sa forme d'être, d'agir et de penser. Alors, pour certains, il y a des gens qui développent une attitude compassionnelle qui se transforme en forme de vertu et qui vont soutenir l'idée que, bon, oui, il ne faut pas les opposer, il faut laisser les gens faire et vivre selon leur culture. Alors, cette question de l'universalité des valeurs, qu'on appelle le relativisme éthique, c'est une question délicate, mais on s'entend au moins sur ceci. Égalité de traitement pour tous et pour toutes, droit de chacun et de chacune à son intégrité physique et mentale, liberté de conscience, liberté d'expression. Il est évident que nous avons beaucoup à apprendre des autres peuples, des autres cultures, mais pas à régresser sur le plan des valeurs acquises et qui sont partagées par la société d'accueil. Alors, notre responsabilité en tant que société d'accueil, c'est de comprendre qu'il y a des pratiques qui sont complètement répréhensibles, qui sont nuisibles, dangereuses, et puis en tant que société, nous devons refuser de les perpétuer. Et puis, même en Afrique ou ailleurs, il y a beaucoup de pays qui reconnaissent exactement la même chose. Alors, on ne peut pas accepter cette idée de relativisme culturel dans le sens qu'on protège l'intégrité des croyances ou des pratiques d'une culture, alors qu'elles sont complètement néfastes à plusieurs niveaux. Alors, nous, en tant que société d'accueil, quand on s'oppose à cette pratique des MGF, alors il faut qu'on aussi, en même temps, refuse l'accusation de colonialisme occidental. On refuse aussi la notion de multiculturalisme, de relativisme, etc. Il faut reconnaître que ces pratiques sont vraiment des pratiques traditionnelles qui sont néfastes. Elles affectent plus de 200 millions de femmes et de filles à travers le monde. Et comme d'autres d'ailleurs, elles violent de nombreux droits fondamentaux. Comme je dis comme d'autres, je pense à toutes ces questions des mariages précoces, des crimes d'honneur, etc. Tout cet ensemble qui n'a plus rien à voir avec nos propres valeurs. Elles violent de nombreux droits qui sont des droits fondamentaux. Le droit à la non-discrimination, le droit à la protection contre la violence physique et mentale, le droit de jouir du meilleur état de santé possible et finalement le droit à la vie. Alors, au Québec et au Canada, quel est l'état des lieux? Qu'est-ce qui se passe actuellement par rapport à la loi et aux interventions? Bon, il y a un article du Code criminel, l'article 273.3, qui n'est pas appliqué, puis dans lequel l'article, on voit que toute forme, toute mutilation, toute intervention qui mettent en péril, disons, le corps ou le mental des personnes, c'est condamné, c'est quelque chose, puis cet article-là n'est pas appliqué. Ensuite, les multiples conventions internationales relatives aux droits des femmes,
ne sont pas ratifiées par le gouvernement canadien. Ils sont reconnus, mais ils ne sont pas ratifiés. Ensuite, on se rend compte que la clandestinité, il y a une grande loi du silence qui prévale parmi les groupes où se pratiquent les MGF. Et ensuite, il y a d'énormes problèmes de santé qui sont conséquents, qui sont éprouvés par les femmes. Et le Québec n'offre pas de service de chirurgie réparatrice pour les MGF. Alors, on est obligé de constater qu'il y a une absence de ressources, généralement parlant. Autrement dit, il y a un manque de données qualitatives et quantitatives quant à la situation qui prévaut, une absence de ressources pour assurer la prise en charge des femmes victimes de cette pratique et une loi du silence qui prévaut dans les communautés migrantes et qui se répercute au niveau gouvernemental sous prétexte de relativisme culturel ou de respect de coutumes autres que les nôtres. Alors, on s'est posé la question, comment agir sur la situation au Québec? Bon, la première des choses, c'est quand même d'être informé sur la situation qui se vit, qui prévaut ici sur le territoire. Alors, on propose de mener des enquêtes justement de type qualitatif et quantitatif qui nous permettraient, première chose, d'évaluer la situation. Deuxième, d'avoir une meilleure connaissance des conséquences sanitaires, sociales et psychologiques des mutilations sexuelles. Et ensuite, de pouvoir élaborer des programmes et des propositions pour la prise en charge des femmes mutilées qui vivent au Québec. Donc, ce que nous proposons, c'est que les mutilations génitales féminines soient considérées comme un problème de santé publique, et ceci en mettant en place les éléments suivants. L'aspect légal, au niveau légal et social, la première des choses, c'est de s'assurer que la législation qui existe soit appliquée. Par exemple, les immigrants, quand ils arrivent, ils doivent être informés par les agents de l'immigration qui les reçoivent de l'interdiction de la pratique et puis aussi de les mettre au courant des conséquences. Et surtout, on sait que ça se passe sur le territoire et il faudrait que ça soit véritablement appliqué. Et puis ensuite, on propose que sur le territoire du Québec, pour le moment au Québec, il y ait des programmes, des mouvements de lutte qui soient mis en place, parce que ça se fait partout. Donc, informer, premier point, éduquer, deuxième point, et communiquer. C'est-à-dire, plus précisément, mener des campagnes de prévention et de sensibilisation pour changer les perceptions culturelles et les croyances relatives aux mutilations. Deuxième point, reconnaître les mutilations comme une violation des droits humains, une violation qui a des conséquences néfastes. Parce que toutes les complications dont nous avons parlé, elles poursuivent les femmes tout au long de leur vie. Il ne s'agit pas juste d'une époque, il s'agit de toute leur vie qui est mise en cause. Troisième point, développer des mécanismes de médiation avec les familles et les proches de la victime potentielle. Il y a énormément de stratégies qui en ressortent, c'est qu'il y a une nécessité de faire un immense travail de prévention. Et puis, bon, soit en développant des programmes et puis en intervenant auprès des groupes. Mais on voit ici que l'important, c'est que toutes les personnes qui se retrouvent près des communautés immigrantes sont concernées, les agents du ministère de l'Immigration, de la Justice, les intervenants des services médico-sociaux, ensuite toutes les personnes qui interviennent dans le milieu de l'éducation, des services de garde, de loisirs, des sports, et enfin, finalement, tout ce qui se trouve est en relation avec les jeunes ou les personnes ou les gens qui sont issus des communautés où ces pratiques prévalent encore. Il faudrait assurer la prise en charge sanitaire des femmes qui ont subi de telles mutilations. Il faudrait également
proposer des services de chirurgie réparatrice pour les femmes qui le désirent et en plus que ces interventions soient remboursées par la RAMC. Surtout, interdire toute médicalisation de toutes les formes de mutilation. Parce qu'on sait aujourd'hui que finalement, comme il y a des contestations qui prévalent dans plusieurs pays, ça devient pratiquement une norme, ça se fait de plus en plus en milieu hospitalier. Et puis, qui va refuser? Hein? C'est si payant de faire des mutilations. Bref, il faut développer un plan national de lutte contre les mutilations. Il faut le mettre en pratique. Il ne faut pas seulement le développer, il ne faut pas seulement qu'il existe, il faut le mettre en pratique. Il faut renforcer l'arsenal juridique et mettre en place des centres de prévention et de soutien aux victimes. Et puis, il y a un aspect qui est excessivement important après qu'on a pu rencontrer, disons, le Collège de médecins. On a parlé de l'importance de briser le secret professionnel. On s'est rendu compte que les médecins ici ne sont pas prêts à le faire, alors qu'en Belgique et en France, ce sont des pratiques qui se font, disons, en professionnel, mais au moins le secret est brisé. Alors, ça permettrait, ça se fait même en Ontario aussi, selon une loi qui est passée depuis plusieurs années. Alors, ça permettrait, disons, de répertorier le cas des patientes, ensuite de divulguer la situation, de refuser de reproduire cette pratique, et puis le partage aussi entre intervenants des divers milieux aiderait à protéger les victimes et ça pourrait aussi réconforter peut-être les jeunes filles qui parfois sont potentiellement à risque de vivre des mutilations, mais de savoir qu'elles peuvent avoir une protection. Parce que nous, on insiste beaucoup sur le fait que notre travail, on veut surtout le diriger vers les petites Québécoises, les petites filles qui sont issues de l'immigration, qui sont des petites filles québécoises qui vont grandir sur le territoire ici et qu'elles n'ont rien à voir avec les pratiques africaines qui sont celles de leurs parents ou de leurs grands-parents. Elles ont le droit de vivre autrement. Surtout empêcher que les petites filles, pendant l'été, aillent voir dans le pays d'origine leur grand-mère, parce qu'on sait très bien qu'elles partent intactes et qu'elles reviennent avec une mutilation. Ici, comme on finit, j'aimerais ça vous lire une citation du docteur Foldes, entre autres, qu'on a parlé, celui qui a mis en place la chirurgie réparatrice contre les mutilations. Quand on nous demande, les gens nous disent toujours « Oui, mais ce sont les femmes qui les font, les pratiques, les MGF. » Alors ça, à quoi nous rétorquons, même à l'instar du docteur Foldes, qui dit « Les femmes africaines que je reçois jugent que les hommes sont les véritables responsables des actes mutilatoires, même si l'excision passe techniquement par les femmes. C'est un crime des hommes qui sacrifient la sexualité de leurs femmes pour mieux la contrôler. » Bon, voilà ce que nous avions à vous présenter. Merci beaucoup. Vraiment, c'était très, très, très intéressant. Bravo, bravo, vraiment. Oui, on se questionne beaucoup sur, comment dirais-je, sur les pratiques ici. Hein. Ça s'enchaîne. Hein. Les crimes d'honneur, les mariages précoces, les mutilations, bref, c'est le sort des femmes. Je pense que Chantal veut parler, non? Oui. Non, j'applaudissais d'accord. virtuellement. Okay. Est-ce que vous pouvez enlever le partage d'écran, peut-être? Christine, maintenant, je ne suis plus animatrice du tout, vu que j'ai nommé André et Luce. OK. Pardon. Ah, alors, nous, on anime. OK. Comment? De quoi? Elle a dit qu'elle n'est plus animatrice. C'est nous qui sommes. Ah bon? OK. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Nous, en tout cas, nous sommes vraiment interpellés par le travail, tout ce qui concerne les violences. Et puis maintenant, tout ce qu'on peut faire, c'est s'affoler sur l'expansion des violences contre les femmes qui se multiplient partout dans le monde et qui prennent des formes absolument inouïes.
Je pense, par exemple, quand j'étais en Tanzanie, je vivais là-bas, on voyait ça dans les journaux locaux, et maintenant, c'est encore plus intense. Les femmes que l'on traite de sorcières, les intentions de sorcellerie sont revenues à la mode, ce qui permet, par exemple, de se débarrasser des vieilles femmes. On les brûle, on les déprive, on leur enlève leurs biens, leur façon de gagner leur vie, de se nourrir, ou on les torture. Mais tout ça dans un contexte, finalement, où on voit que les terres sont accaparées par des grandes compagnies, les gens on leur enlève leurs biens de production, ce qui leur permet de manger. Alors, on se retourne encore une fois contre les femmes, sans compter aussi toutes les autres pratiques là, de mariage forcé, de grossesse forcée, et ainsi de suite, de tout ce qu'on connaît au niveau des violences. Mais c'est de plus en plus, ça se répand un peu partout dans le monde. Et la pandémie n'a rien arrangé. Par exemple, au niveau des mutilations génitales, on lisait que, par exemple, au Soudan, la région de la Somalie puis d'autres pays, l'augmentation du nombre de mutilations était en croissance. Pour les raisons qui expliquent ça, c'est que les parents, avec la pandémie, les gens arrivent moins facilement à gagner leur vie parce qu'on sait que dans beaucoup de pays, les gens gagnent leur vie au jour le jour. Alors, les gens ont moins d'argent pour nourrir la famille. On veut envoyer la fille, on veut la marier quelque part, donc on la prépare pour le mariage. On fait faire les excisions. Ou on a vu dans certains pays, ce qu'on rapporte, là, ce que j'ai lu, que les exciseuses faisaient du porte-à-porte pour proposer leurs services. Alors, ce n'est pas la fin. Même ici, un secret incroyable. Nous, depuis le temps qu'on travaille sur ça, on n'a pas réussi à avoir des femmes qui sont prêtes à en parler publiquement. Elles ont peur. C'est la peur qui les arrête. Luce, vous avez plusieurs questions. Est-ce que tu les vois? Il y a Léla, il y a OK, tu ne les vois pas? Ah oui, oui, on voit les mains, d'accord. OK. Alors, je m'excuse, je n'ai pas vu qui a levé la main en premier. Je pense que c'est Léla. Ah oui, c'est Daniel. Je pense que Daniel, mais il n'y a pas de problème. Ah oui, excuse. OK, Léla. Léla, tu as une question? Oui, alors, si je comprends bien, cette pratique, l'excision est pratiquée ici au Canada. Il y a des médecins qui la pratiquent. Oui, et puis, des médecins, c'est difficile à dire. Oui. Là, moi, je pense que je ne suis pas prête à m'aventurer et dire oui, il y a des médecins qui la pratiquent, mais non. Il y en a. C'est surtout des médecins qui accouchent une femme et qui refont ce qui a pu être démoli Ou ce que des personnes d'Afrique nous ont dit, oui, ça se fait. Mais évidemment, ça se fait en cachette. Il n'y a aucun médecin qui va dire oui, qu'il le fait. Mais ça peut se faire aussi sous d'autres formes. Une exciseuse vienne d'Afrique, c'est n'importe qui vient en visite chez n'importe qui. Ça se fait dans le silence d'un appartement, ça peut se faire n'importe où. Alors, c'est pour ça qu'on dit que si, par exemple, les gens dans les services de garde, les garderies, les écoles ou les centres de loisirs, s'il y a des gens qui pouvaient être sensibles et puis prêter écoute à ces petites filles, peut-être qu'à ce moment-là, il pourrait y avoir du soutien. On pourrait peut-être l'empêcher. C'est pour ça qu'on dit aussi que si comme ça, le hasard fait qu'on a l'impression que la voisine prépare quelque chose, il faut surveiller et puis ne pas craindre de dénoncer si on a certains points de certitude. Mais c'est très mal vu, la dénonciation dans les cas, en général. Les gens ont du mal à accepter cette idée. En fait, la dénonciation est difficile dans le cas des mutilations génitales, mais pourtant, il y a de la dénonciation quand il s'agit d'une autre violence. Oui. C'est ce que je ne comprends pas, c'est que si on sait qu'une femme subit de la violence, une petite fille subit de la violence, on intervient, alors que là, même quand on le sait, on se tait.
C'est ça, en fait. C'est Exactement. là où il faut travailler, mais comment? C'est assez difficile quand les personnes elles-mêmes acceptent de dénoncer une violence, enfin, font un choix entre les violences à dénoncer. Ouais. C'est quand même assez particulier. Et Peut-être bon, parce que c'est la région génitale et qu'il y a une espèce de, je ne sais pas, là, de résistance presque innée. Penser que c'est vraiment un territoire secret, je ne sais pas exactement. Mais aussi, ce qui se passe, c'est ce que les femmes nous ont dit quand elles ont vécu l'excision. Très souvent, elles n'ont jamais été prévenues. Même leur propre mère n'a pas été prévenue. oui, Par exemple, en Afrique, ça va être le travail des tantes là, qui vont s'approprier l'action. Et puis, on leur dit, hein, tu n'en parles pas, c'est dans le silence. Et puis même quand vous pouvez regarder des vidéos ici avec des femmes qui vivent ici au Canada maintenant, et puis qui disent, je peux pas retourner, si j'en parle ici, je peux pas retourner chez moi et en parler parce que je vais recevoir des menaces. Même ici, il y a le système des menaces qui est important. oui. Ensuite, comme on a dit, ce sont les hommes quand même qui la commandent la pratique. Oui, oui, tout à fait. Alors, qui a le pouvoir quand même dans la plupart des groupes? Si on pense à des femmes avec les écarts sociologiques qui ont un mari et sa femme, les femmes souvent qui parlent pas la langue, qui sont isolées et qui se retrouvent sans pouvoir, mais elles peuvent pas décider non plus de quoi que ce soit. Il y a une espèce de fixation sur la question de la fécondité qui appartient aux femmes, par exemple, sans aller jusqu'aux mutilations. Un exemple parmi bien d'autres, il y a d'abord en Afrique cette pratique-là d'aplatir les seins avec un fer à repasser. Il y a des isolations. Lorsque la fille a ses menstruations, on l'isole dans une petite cabine toute seule, où elle risque beaucoup de périr, soit par viol, qui est par définition souvent violent, soit par morsure d'animaux, de serpents, etc. C'est effrayant ce qu'on peut faire subir aux femmes. Moi, je pense toujours au cas des talibans là, qui ont attaqué une clinique en Afghanistan, qui ont tué les femmes en train d'accoucher avec les bébés. Et ici, je me dis, bon, où est la limite? Je ne sais pas. Oui. En Europe, il y a des gens qui ont dit, dans certaines associations de lutte contre les mutilations, quand les petites filles, par exemple, s'en vont en voyage, en vacances pendant l'été, ils ont dit, bon, on va leur faire un examen gynécologique avant les vacances, puis un au retour. Mais c'est très délicat, puis c'est très difficile à mettre en pratique. La réaction, ça a été, laissez-nous, laissez nos petites culottes tranquilles, là, tu sais. Fait que là, c'est comme presque impossible. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il y a quel terme qu'on trouvait? On ne disait pas dénonciation, mais on disait signalement. Parce que le mot dénonciation est un mauvaise presse. Alors on dit signalement, on le signale à comment s'appelle l'organisme qui est censé… Santé des services sociaux. L'organisme de défense contre les violences faites aux enfants, qui n'écoute jamais d'ailleurs. Il y a 2 autres questions, Luce. Daniel. Daniel, tu avais une question? Ton micro, Daniel. Oui. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation-là. Elle nous va droit au cœur. Mais je vais faire du pouce sur la consultation que nous avons eue il y a quelques mois par le secrétariat à la condition féminine sur la politique de l'égalité. Et rappelle-toi, André, tu m'avais fait parvenir un texte, un résumé sur les mutilations génitales féminines parce qu'il semblait avoir un intérêt au niveau des questions de violence, particulièrement sur cette question-là ainsi que sur les crimes d'honneur. Donc, je t'avais demandé de faire quelque chose et on l'a envoyé. Maintenant, avec ce que j'ai vu de votre présentation, je crois que ce serait dû d'envoyer comme un suivi
de toute cette présentation à la ministre pour compléter tout ce qu'elles peuvent avoir besoin par rapport aux mutilations génitales féminines. Moi, j'ai senti un intérêt d'approfondir cette question-là. Alors, est-ce qu'il y aurait lieu de faire un suivi de ce que vous avez fait? Probablement. Oui, probablement. Et moi, je te dirais qu'il y a eu cette, comment ça s'appelle? Commission Laurent. Oui, la commission Laurent. Nous avons envoyé toute la documentation sur les pratiques dont nous venons de vous parler et nous avons été bien déçus. On n'a même pas eu un mot de réception. Qu'est-ce qu'elles en ont fait, tout ça? On ne sait absolument pas. Ce que Régine Laurent en a fait, on n'en sait rien. OK. Et là, c'est au niveau de la consultation quand même qui était au niveau de tout le Québec là, sur les violences, particulièrement au niveau des mutilations génitales féminines. Il n'y a pas grand... Non, c'était sur le traitement général des jeunes, etc. Mais je veux dire, il nous a semblé que la question des mutilations, ça s'imposait pour rentrer dans le même cadre. On n'a eu aucune réponse. Okay, moi, j'ajouterais aussi que ce n'est pas la première fois, ça fait plusieurs années qu'on travaille sur ça au Québec. On a essayé de consulter des médecins, l'Ordre des gynécologues et des obstétriciens du Canada. On a essayé de consulter la ministre de la Justice, le ci, de ça. On n'a jamais de réponse. Il y a un silence absolu, un tabou, je crois bien, vraiment très fort au Québec sur la question. Et puis, ce n'est pas comme en France ou en Belgique où on travaille sur le sujet depuis 30 ou 40 ans. Il y a des associations, des organisations. Ici, non. Puis même, on a travaillé avec des groupes d'Africaines, des groupes, on a essayé avec le Conseil musulman. Non, c'est pas facile. Personne ne veut se mouiller. Il n'y a personne qui veut vraiment en parler. Il y a eu la seule émission où j'ai vu une Africaine en parler, c'est en Guerrière, une émission qui a paru l'été dernier, je crois. Il y a une jeune Burkinabé qui a dit oui, ça se passe au Québec. Nous, elles nous le disent quand on est seul avec quelqu'un, mais jamais, elles ne veulent pas qu'on le dise. Privément, elles veulent bien le reconnaître, mais pas en public. Alors, ma deuxième question, mesdames, c'est comment mettre ce que vous proposez, à savoir un mouvement de lutte à mettre en place là. Donc, s'il y a un silence obstiné puis difficile à briser, s'il n'y a pas de solidarité nulle part, comment on bouge? C'est sur quoi on va réfléchir dans la suite des temps. Non, mais on avait commencé avec le Centre Africa, là, à Montréal, on a mis en place un petit comité dans lequel il y avait quelques Africaines, nous, mais pour le moment, il n'y a pas eu de suite. Et puis, qu'est-ce qu'on propose? C'est ça, c'est qu'à un moment donné, il faut réussir à harponner, je dirais, quelqu'un qui veut vraiment, puis qui y croit, qui veut vraiment qu'on agisse sur le sujet. Mais pour le moment, on se pose toutes sortes de questions. Pourquoi est-ce que c'est aussi difficile? Pourquoi ce silence? Pourquoi est-ce que même des médecins qu'on a contactés parce que ne nous répondent pas? Peut-être qu'il y a des choses qui se passent du côté même des femmes qui sont victimes et que nous ne le savons pas. C'est ça. On ne sait pas. On ne sait vraiment pas. En tout cas, ce qui était finalement un peu compris dernière, c'était qu'on mette en place un comité, mais les Africaines ne veulent pas être toutes seules. Ils ont dit, bon, avec des représentants des Québécoises et puis des Africaines, oui. Mais c'est ça, c'est qu'il y a toujours la peur, quand elles retournent chez elles, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer parce qu'elles en ont parlé? Luce, il y a Nanda, puis je pense que Huguette, je t'ai vu, c'est ça? Il y a deux autres questions avant Léla. OK, Nanda, oui. Oui, bonjour encore une fois. J'ai déjà les livres dédicacés par André et je remercie encore. C'était ça 2 ans auparavant. J'ai beaucoup aimé les livres et j'ai plusieurs petites réflexions. Une,
en vous écoutant, je me rappelle d'une certaine façon de Jeannette Bertrand quand il y avait la charte, dans le sens qu'elle avait dit que c'était terrible que les femmes soient séparées des hommes dans la piscine, comme demandaient les Hasidiques. Et à ce moment-là, la réaction, surtout des Québécois de souche, comme le mari de Véronique Cloutier, c'était de se moquer dans les bye-bye d'une façon extrêmement irrespectueuse, de montrer que c'est une question de vieilles. C'était l'âge qui jouait. Ce n'était pas l'expérience de vie ni l'intellect de Jeannette Bertrand. C'était que c'était une vieille. Et il fallait se moquer parce que ces vieilles, c'était comme dire un dinosaure qui parlait n'importe quoi et qui ne connaissait pas les autres cultures. Et ce qui peut me faire mal, moi comme femme, c'est que vous qui avez toute l'expérience, vous avez déjà un parcours intellectuel, académique et de vie, soyez-vous disqualifiés, méprisés à cause de votre âge. Parce que là, c'est une question que je m'excuse de le voir comme ça. C'est rien contre vous. Je dis, c'est mon thermomètre. De dire, il y a pas mal de gens ici qui disent, ah, c'est une question de vieux, de vieilles, parce que c'est surtout les femmes, non? C'est pas les hommes qui sont vieux, ce sont les femmes. Alors, André et Luce, ce sont des vieilles dinosaures qui ne sont pas d'accord avec les immigrés. Ah, elles détestent les immigrés, elles détestent les femmes jeunes et qui viennent d'autres pays. Et c'est là où je vois un échec total de l'éducation, de la justice et tous ces ministères idiots qui ne servent à rien comme la condition féminine. Féminine pour qui? Pour quelques personnes? Parce que je ne vois pas que ce soit pour tout le monde. Moi, même avec la DPG, j'ai eu affaire, ça fait quelques temps, et j'étais signalée comme raciste et comme quelqu'un qui avait trahi les immigrés. Parce que le fait que je ne suis pas blanche et que je suis une immigrée et que j'ai beaucoup d'accent, ils trouvaient qu'être athée, c'était déjà c'est quoi supérieur aux autres immigrés. Et une autre chose à dire, c'est que si ma mémoire est bonne, ça fait quelques années, j'avais écouté qu'il y avait comme une espèce de section de département dans la police en Alberta qui surveillait que quelques filles mineures, il ne disait pas de qui, mais j'imagine musulmanes ou sikhs, c'était surveillé à l'aéroport parce que plusieurs demandaient de l'aide même avec les regards et certains partaient l'été dans les pays d'origine de leurs parents pour avoir la mutilation ou pour les marier de force. Donc, je suis presque sûre que c'était en Alberta. Je ne sais pas si vous êtes au courant pour que vous m'expliquiez ça. Et une autre chose, comme ma réflexion, c'est que je trouve honteux que la presse, par exemple, le journal La Presse et Radio-Canada aussi, font la propagande aussi très irrespectueuse, comme des gens contre vous ou comme Jamila Ben-Habib, dont quelques animateurs de Radio-Canada prétendaient les donner des leçons à elle sur leur propre pays où elle a vécu, où elle a subi toutes sortes de violences, Jamila Ben-Habib. Et alors, il les disait comment se comporter, comment elle devrait se comporter face aux musulmans, eux qui n'ont jamais mis un pied dans un pays musulman. C'est un échec total de l'éducation parce que si cette personne-là était bien éduquée, ils pouvaient réfléchir qu'un immigré, ce n'est pas pur et c'est la bonne personne parce que c'est immigré et que les blancs québécois ou les blancs européens ne sont pas les plus méchants parce qu'ils sont blancs et nés dans le Nord. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est côté blanc et noir. Ah non, moi je suis immigrée, alors je suis pure. Vous êtes vieille blanche. Ah, vous êtes le cavernicole, la caverne. Et c'est comme ça que l'éducation est rendue. On fait toutes sortes de discriminations maintenant contre un blanc qui peut nous aider à réfléchir. Alors, c'est quoi l'universalité qu'on parle? On parle maintenant
de toute cette agglomération d'immigrés, surtout des femmes, où on veut toujours qu'elles jouent à la victime. Et beaucoup vont se prêter à ces jeux-là de faire les victimes. Parce que ça produit beaucoup des allocations, la pitié, et comme des journalistes de la presse surtout, et de Radio-Canada, ils jouent à faire la pitié, non? Ah, pitié, la charité, je vous donne, mais surtout restez là-bas, dans la périphérie. Restez là-bas, parce que vous êtes à Westmount, à Outremont, au plateau, non, vous n'êtes pas si mignons. Restez dans votre périphérie et laissez-nous un peu là. C'est ça que ça marche et je vois, je vous remercie tout cette information, toutes ces données que vous nous donnez. Et en même temps, je me trouve pessimiste, mais pas c'est vos fautes, c'est face aux politiciens, face aux des gens qui devraient être là pour défendre tous les gens qui sont sur ce territoire canadien et québécois. Et l'échec de l'éducation, moi je vois c'est l'échec de l'éducation des juges qui vont toujours rendre relatif tout ce qui concerne l'immigration. Même les journaux jouent à ça. Chaque fois qu'il y a un féminicide et quelqu'un a un nom de famille qui n'est pas anglophone ni francophone, il dit les Montréalais, je ne sais pas, Mohamed, je ne sais pas quoi, ou les Montréalais, Carlos Garcia. Et pourquoi on met ça? Pourquoi on ne dit pas Carlos Garcia ou Mohamed T a tué Fatima ou Maria Fernanda? Parce que je pense qu'il y a toujours ces jeux-là de dire on est tous d'ici, malgré que beaucoup de vous, des immigrés, vous amenez les pires façons de vivre là-bas, comme la mutilation, comme frapper les femmes, comme imposer la religion, comme frapper sur les enfants, comme la maltraitance psychologique. C'est une façon de rendre ça, de les rendre naturels. Alors, oui, je m'excuse pour le pessimisme, mais encore une fois, je vous remercie pour votre travail. Merci beaucoup. Merci. Ben, je pense que nous partageons vraiment votre point de vue aussi, de toute manière. Hein. Quand vous parlez de l'échec de l'éducation, mais aussi finalement de l'absence d'une volonté politique réelle d'intervenir. Parce que finalement, quand on refait, on se met à regarder tous les documents, on voit en 1960, en 1970, en 1980, 90, même 2000, le dernier document sur l'égalité entre les hommes et les femmes produit par le gouvernement du Québec, on répète toujours la même chose. On répète qu'il faut intervenir sur tel élément. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Ben, on va faire une autre consultation publique et puis dans 10 ans, on va répéter ce qui a été dit en 1970, 75, 80 et ainsi de suite. Finalement, qu'on passe à l'action et qu'on arrête de répéter la même chose. Comme dans le dernier document, ils ont consulté à peu près 15 ministères, une centaine d'organisations, puis on est encore au même point en 2021, alors que ce document-là devait être mis en application pour 2021. Et puis d'ailleurs, en plus, le fait qu'ils mettent une durée, ça aussi, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de temps tant qu'on n'aura pas obtenu telle ou telle chose. Et puis pour en revenir à ce que vous disiez par rapport à la violence, les féminicides, tout ça, moi je suis pleinement d'accord, c'est qu'à chaque fois, comme vous dites, on cache la réalité, mais encore pire, souvent, quand on voit les hommes qui vont passer devant la justice, on va leur dire « Ah, ils ne connaissent pas la culture, ils n'étaient pas au courant, fait qu'on va te donner une peine moins grande ou bien on ne fera rien, tu sais. » Il y en a même un du Sri Lanka qui avait tué sa femme ici, puis supposément à cause du nombre de temps que ça a pris pour le juger, on l'a retourné chez lui sans rien. Il avait seulement tué sa femme, c'est tout. Il y avait Huguette qui voulait intervenir. Oui, excusez. Oui. On n'entend pas. On n'entend pas. Tu disais quelque chose? Non, attends, c'est elle qui veut parler. Oui. Il faut ouvrir le micro. Oui, c'est ouvert. OK. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Pendant que vous parliez, je cherchais dans les programmes de l'Université féministe d'été celui qui contenait dans le programme, on avait une africaine, une femme d'origine africaine. Peut-être un peu plus fort, non? Une femme d'origine africaine qui était venue et qui nous avait parlé des mutilations génitales. Je cherche son nom parce que j'ai deux noms en tête et je ne veux pas, puisque nous sommes enregistrés,
Je ne vais pas donner l'un ou l'autre, mais je vais vous l'envoyer quand je vais le trouver. Et elle avait fait une présentation, elle avait aussi présenté un film. Et je sais que j'avais eu, moi, en tant qu'organisatrice, des réactions assez négatives de certaines personnes, parce que le film est intenable, évidemment, là. Quand vous voyez la pratique réelle, là, pas juste une image ou une photo, mais l'opération elle-même, les enfants, l'opération, disons-le, c'est un film, un court-métrage, et c'était une association africaine. L'Africaine en question était sociologue, et elle faisait partie d'une association africaine, elle est de Montréal, mais je pense qu'elle était plutôt à Chicoutimi à ce moment-là. Mais je vais vous trouver le nom. Et elle avait fait une présentation complète. Et on m'avait évidemment accusé de faire du sensationnalisme. Tout le monde ne disait pas ça, mais beaucoup de gens avaient été tellement choqués qu'on considérait que ça n'avait pas sa place dans un cours d'université. Maintenant, je veux revenir un peu à ce que disait Luce. La façon dont on traite souvent les étrangers, je pense qu'il y a beaucoup de paternalisme dans tout ça. Ah oui. On considère que ces gens-là, comme Nicole Mathieu disait en citant une chercheuse en Afrique qui avait dit, ces gens-là sont habitués à la souffrance, donc c'est pas grave qu'elles soient mutilées ou qu'il y ait des mutilations génitales. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a un peu ça. Et on ne se rend pas compte que le paternalisme, c'est une forme de mépris, dans le fond. C'est traité Exactement. C'est du mépris. Alors, pourquoi un criminel, qui soit d'origine, quelque pays que ce soit québécois, c'est un criminel. Une violence contre un enfant, qu'il soit perpétrée par un parent ou par qui que ce soit, que la personne vienne de l'extérieur ou du Canada ou du Québec, c'est une violence. Et je pense qu'il faut, c'est pas juste du relativisme culturel, mais moi, sous le relativisme, j'ai toujours pensé, je continue de le penser, qu'il y a une forme de mépris. C'est-à-dire qu'on considère que l'autre est différent, l'autre ne peut pas être assez intelligent ou assez de comprendre suffisamment ce qui se passe. Donc, on doit avoir de la pitié pour cette personne-là. Donc, moi, je suis contre ça tout à fait, et je l'ai toujours dit. Et je suis sûre qu'il y a plusieurs personnes qui le pensent, mais tout le monde ne va pas le dire parce que ça a l'air osé. Alors, on se retranche vers le relativisme en disant « Ah, on ne peut rien faire parce que dans leur culture… » Et je me suis souvent demandé si on coupait, si dans une culture, bon, par exemple en Afghanistan, les voleurs peuvent se faire couper les mains. Et on se scandalise beaucoup, mais on ne se scandalise pas, par contre, qu'on coupe le clitoris d'une petite fille. Alors, je pense que c'est là qu'il faut vraiment se dire que le relativisme est bien relatif, en fait. Il est relatif aux hommes et aux femmes. Alors, quand certaines choses peuvent être tout à fait vues négativement, mais d'autres, on n'y touche pas. Alors, c'est simplement ça. Puis, je vais retrouver le nom de la sociologue africaine, qui est québécoise là, maintenant, et depuis longtemps. Et puis, je vais vous l'envoyer. Parce que cette personne-là avait déjà un groupe de femmes. Avec plaisir, avec plaisir. Oui. Parce que ça fait quand même ce à quoi je fais référence, là, l'Université féministe d'été qui existe depuis 2003. Je pense que c'était au début, peut-être 2004-2005, et je cherchais dans mes programmes, puis je ne le trouve pas. Mais je vais le trouver. Et puis, je vais vous l'envoyer parce qu'elle avait déjà une association. Et puis, elle était extrêmement courageuse de faire ça. Vraiment, extrêmement courageuse à l'époque. Et d'autres l'ont fait avant elle aussi, même en France, les anthropologues, si je peux en profiter, pour dire que les anthropologues, il y a eu des anthropologues féministes qui ont dénoncé. En anthropologie, le relativisme culturel, comme Luce le sait, et puis comme Michel aussi le sait, c'est une valeur presque absolue. Donc, non, mais je pense que si vous êtes les deux anthropologues peuvent comprendre ce que je veux dire. Là. Ne juge pas. Donc, finalement, on ne juge pas, mais on laisse passer des crimes dans un cas comme celui-là. Donc, je pense que l'universalisme qui nous anime toutes fait que nous sommes toutes des êtres humains et nous partageons une commune humanité. Donc, nous avons le droit, en tant qu'humaines, de nous offusquer, de dénoncer, utilisons le mot, des crimes contre une autre personne, une autre humaine comme nous. Je m'arrête là. Merci. Moi, j'ajouterais juste qu'on peut dénoncer aussi, comme vous disiez, et on peut dénoncer l'idée sous-jacente que la souffrance, ça fait partie de l'élément féminin, que c'est naturel, c'est normal. Je pense à un film que je voyais, et puis c'était justement Paola, non, c'était je ne sais plus qui. Elle disait, bon, j'étais tellement habituée d'être en Afrique que tout à coup, ça m'a surprise.
je voyais la mère qui nourrissait son bébé. Dès que quand c'était un petit garçon, quand il pleurait, elle se dépêchait de s'en occuper. Quand c'était la petite fille, elle la laissait pleurer. Alors, celle qui était là sur le terrain, l'anthropologue, lui dit, mais pourquoi? L'autre, elle dit, mais c'est une fille, elle doit s'habituer à souffrir. Toute sa vie, ça va être comme ça. Il faut qu'elle prenne l'habitude de la souffrance. Et cette même idée-là qui nous semble vraiment un peu plus incroyable parce que c'est en Afrique, mais on l'a transposé dans notre propre société. Je lisais, je ne sais pas qui disait, bon, une femme à la ménopause, par exemple, qui a des symptômes ou je ne sais pas quoi, on ne l'écoute pas. C'est normal, c'est juste une femme, là, et puis c'est la même chose. On la retrouve. Il s'agit de fouiller un peu, puis on les retrouve tous les mêmes éléments partout. Absolument. Moi, c'est tout. Merci. Ça va être autour de Léla et Michel. Je ne sais pas qui est-ce qui a été la première, si c'est Michel ou si c'est moi. Ben, est-ce qu'on peut prendre Michel, vu que tu as déjà parlé, Léla? Il n'y a aucun problème. Ah, OK, Michel. C'était Léla qui était avant moi. Bon, tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Oui, OK. Moi, c'est ma deuxième prise de parole. OK, alors, moi, je voulais souligner, ben, vous savez, je suis anthropologue, là, puis c'est un sujet que je traite régulièrement quand je donne des conférences sur les religions. Les tabous, les rituels, ça fait partie des moyens pour contrôler les femmes. Je m'intéresse à ça depuis 30 ans, peut-être, 40 ans. Alors, j'ai lu un livre à un moment donné, puis je pense que ça s'est confirmé après mes analyses, qui disait que les pays qui pratiquent la circoncision, ils ne veulent pas dénoncer l'excision parce que, comme c'est tous les deux des mutilations sexuelles, ils ne veulent pas qu'on commence à interroger la mutilation, qui est plus légère, bien sûr, celle des garçons, que leur religion pratique, soit juive et musulmane, qui sont les plus fréquents, là, la circoncision. Alors, donc, on ne veut pas, ces pays-là ne sont pas des alliés pour lutter contre l'excision, parce que c'est tabou de parler de quelque mutilation que ce soit, parce qu'ils ne veulent pas qu'on interroge la mutilation qu'on fait aux garçons avec la circoncision. Donc ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément que je voulais apporter, c'était le cours d'éducation à la sexualité, hein, qui était, qu'on demande là, mais qui avant était culture éthique et culture religieuse. Bien, la partie religieuse va s'en aller, mais il faut que ce soit remplacé par des informations à l'intérieur du cours sur la sexualité, des mises en garde aux filles, aux garçons, que ces choses-là existent, que ça peut leur arriver. Et ça, c'est important de surveiller ce que le ministre de l'Éducation va mettre en place comme cours d'éducation à la sexualité. Troisième chose et dernière chose que je veux mentionner, un article que j'avais lu sur le titre était accrocheur, une petite cuillère qui peut vous sauver. OK? Alors, c'était quoi cette histoire? Je suis allée voir l'histoire de la petite cuillère. C'est qu'il y a tout un mouvement, je crois que c'était en Angleterre, qui avait été organisé dans certains groupes pour dire justement, une fois qu'on a informé les fillettes, les filles, que ça peut leur arriver, bien, quand on les envoie à l'aéroport, on leur suggérait de mettre une petite cuillère dans leur petite culotte. Pourquoi la petite cuillère dans les petites culottes? Parce qu'elle était arrangée avec ceux qui font les détecteurs à l'aéroport, que s'ils entendaient justement sonner et qu'ils voyaient cette petite cuillère-là, ils prenaient la petite fille, ils l'amenaient et disaient « Oh, il y a un petit problème, on va arranger ça. » Mais c'était un moyen informel pour avoir de la protection pour la petite fille. Donc, ça a l'air de rien, mais je trouve que ce mouvement, la petite cuillère dans les culottes que les parents ne voient pas et qui se camouflent, eh bien, c'est un moyen d'alerte. C'est des choses comme ça, concrètes, qu'il faut trouver pour sensibiliser, que le ministère de l'Éducation serait, on dirait,
On veut que vous appliquiez la politique de la petite cuillère, n'importe quoi, là, vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose qui est concret, qui s'accroche à du concret et qui est faisable. Donc, il faut surveiller les armes qu'on a, qui s'appellent l'éducation à la sexualité, et avoir des politiques concrètes. L'obligation de signalement, ce n'est pas juste vous devriez signaler. Non, si vous omettez comme médecin, infirmière de signaler, vous pouvez avoir telle chose qui va vous arriver. Donc, on en est chacun un peu, se dit, bon, moi, ça ne me regarde pas, qu'est-ce qui va m'arriver si je dénonce ça? OK? Ben, il faut arriver à aller au-delà du relativisme culturel, un peu comme actuellement, vous savez, ce qui est arrivé aux policiers qui sont obligés de remplir une feuille de signalement. Le fiche qui ils ont fait ils n'ont pas arrêté, mais qui sont intervenus auprès d'eux, sont obligés. Et qu'est-ce que j'ai vu? Ben, les policiers ne veulent plus être achalés avec ça, alors ils ferment les yeux. Je ne signalerai plus ceux qui ont une arme parce qu'il m'arrive de me faire traiter de raciste. Oui, on joue avec toutes ces notions de racisme. Le contexte général ne s'y prête pas. Il va falloir avoir beaucoup de courage, mais aller au but, interpeller le ministre de l'Éducation, entre autres, les services frontaliers, vous fermez les yeux. Donc, il va falloir avoir, je vous dis juste des choses qui se font ailleurs ou des choses qui se font ici. Le contexte général de relativisme culturel, c'est une chape de plomb énorme qu'il faut combattre. Alors, oui, la bataille est rude, mais je pense qu'elle en vaut la peine. Et puis, je vous remercie, Luce et André, d'avoir fait cette notion, cette conférence, ce livre aussi. Mais je pense à des gens qui vous appuient sur ça, mais qui, le voile et tout ça, ne voient pas que le voile ou autre signe d'infériorisation des femmes fait partie d'un un ensemble de moyens pour contrôler le pouvoir reproducteur des femmes. Ils ne voient pas que le voile, on l'impose quand la petite fille devient fertile, puis il faut la camoufler, la cacher s'il faut, même derrière un niqab. On lui fait des mutilations. Tout ça, c'est des mécanismes généraux, des instruments pour contrôler le pouvoir reproducteur des femmes. Donc, il faut à toute occasion le dénoncer, ne pas se gêner, et même que ça devienne pas un leitmotiv, mais une source importante d'intervention, faire le lien entre tous ces mécanismes-là et le patriarcat. OK? Alors, je me tais. Merci. Merci, Michel. Il y a un petit détail, mais qui, je crois, a son importance, de toujours dans le vocabulaire dire signaler et non pas dénoncer. Parce que le mot dénoncer a très mauvaise presse, pour bien des raisons. Signaler, c'est un devoir de citoyen. Oui, Leïla. Alors, moi, je voulais revenir sur des choses que j'ai entendues quand on dit l'échec de l'éducation. Il faut, moi aussi j'appelle ça échec de l'éducation, mais ça a été fait quand même consciemment. Il y a un programme qui s'appelle Éthique et culture religieuse qui a été mis en place et qui enseigne, qui apprend aux enfants le relativisme culturel. Je suis dans les écoles et je peux en témoigner, c'est-à-dire qu'on présente les enfants vivant différemment dans les différentes régions du monde, mais présentant justement ces différences comme étant quelque chose d'acceptable. Voilà, comme étant quelque chose d'acceptable. Et c'est ça qui est inacceptable parce que les coutumes, tant qu'elles touchent à l'intégrité physique ou morale d'une personne, ce n'est plus une coutume, c'est un crime. Et lorsqu'on présente ça comme étant une coutume, moi, très sincèrement,
il y a des coutumes qu'on a présentées dans le cours éthique et culture religieuse qui, en tant que musulmans, m'ont fait réagir et je l'ai dit aux collègues. Je dis, qu'est-ce que vous appelez ça comme coutume? Est-ce que vous avez visité ces pays? Il se trouve effectivement que ici, je ne veux pas généraliser, mais à un moment donné, je crois que le ministère de l'Éducation s'est beaucoup plus rapproché des immigrants qui sont peut-être multiculturalistes pour, en tous les cas, la personne à qui ils ont fait appel pour travailler avec eux sur le programme de éthique et culture religieuse, on connaît très bien ces prises de position publiques. Donc c'est ça qui est malheureux. Au lieu d'aller chercher ce qui nous unit, et nous avons tous quelque chose qui nous unit à travers nos coutumes, à travers nos traditions, et faire plutôt de mettre de l'avant tout ce qui peut nous faire avancer. Malheureusement, ce qui est mis de l'avant, c'est la ségrégation, c'est l'infériorisation des femmes, c'est les femmes qui doivent absolument se cacher les cheveux. Aujourd'hui, on ne peut plus, avec le cours et culture religieuse, qui se pratique depuis plus d'une dizaine d'années, ça fait je crois 15 ans, on approche les 20 ans, aujourd'hui c'est devenu commun. On ne peut pas dire que cette femme est musulmane si elle n'a pas le voile. Moi, pour tout le monde, je ne suis pas musulmane. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous vivons dans un multiculturalisme à la canadienne où on me renie même mon droit de me rattacher à ma culture, à ma religion. Maintenant, je ne crois pas, ça ne les regarde pas. Mais ils en ont fait du voile quelque chose de sacré qui existe dans le Coran, même si ce livre, il y a 99% de choses pour lesquelles je ne suis pas d'accord. Ça n'existe pas. C'est devenu une norme. Une norme. Femme musulmane égale femme voilée. Voilà. Ben, si tu n'es pas voilée, tu n'es pas musulmane. Et puis voilà. Alors, autre chose, en parlant de Régine Laurent. Moi, très sincèrement, je m'adresse à toi, à vous, Luce et André. Moi, en tous les cas, j'aurais fait... Écoute, c'est magnifique le PowerPoint. J'ai juste le mettre en lettres ouvertes et vraiment interpeller publiquement Régine Laurent. Régine Laurent, son organisme, hein, voilà, parce que peut-être que ce que vous lui avez écrit ne lui soit pas, n'est pas arrivé parvenu. Voilà, d'accord. Donc, quand on fait une lettre publique, tout le monde est au courant. Alors, comment peut-on, bien entendu, la petite fille qui est morte, qui a été maltraitée par ses parents, c'est quelque chose d'horrible. C'est aussi quelque chose d'horrible, une fille à qui on enlève tout espoir d'être femme, tout espoir de vivre sa sexualité. Et ça se passe ici au Canada. Et on ne peut pas ne pas tirer la sonnette d'alarme et vraiment dénoncer cela. Même s'il y a une seule fille qui est excisée au Québec ou au Canada, ça devient un crime. Un crime contre toutes les femmes. Il faut absolument le dire. Et je suis persuadée que cette lettre sera publiée même dans les journaux qui nous sont vraiment réfractaires, parce que c'est une violence qui s'exerce sur le corps de petite fille. Et cette petite fille, elle est entourée au moins de 3 à 4 adultes qui doivent la maîtriser, lui écarter les jambes pour subir c'est plus qu'un crime. Pour moi, c'est plus qu'un crime. Voilà. Alors, c'est ce que je voulais dire. Et entre excision et circoncision. Moi qui viens d'un pays musulman et qui j'ai vécu les circoncisions, mais je n'ai pas vu d'excision, j'espère que ce n'est pas encore arrivé en Algérie, voilà, que ce soit chez les musulmans, que ce soit chez les juifs. L'excision est une fête où on dépense énormément d'argent, où on invite tout le monde, où tout le monde danse, tout le monde, on est heureux parce que moi, j'appelle ça la circoncision. La circoncision. Okay. Ah oui, ok. La circoncision, c'est vraiment une fête dans ces pays-là. Et moi, je dis, c'est une fête, en fait, pour mettre en valeur, en fait, on valorise le pénis. Voilà, il y a un pénis en plus dans la famille et il faut que toute la ville et tout le village le sache. Par contre, l'excision, elle est vécue, c'est quelque chose qui est tu, c'est quelque chose qui est caché, c'est quelque chose dont on a honte, parce qu'effectivement, elle s'exerce sur le corps des femmes. Et comme vous l'avez dit, Luce et André,
ça n'a aucune incidence sur la vie sexuelle des hommes ou comment dirais-je, absolument rien. Ça ne change rien. Et c'est pour ça, puis la façon dont c'est fêté, quand je vois comment sont traités les deux actes que subissent les enfants, que ce soit une fille ou un garçon, moi, très sincèrement, la circoncision, je n'en parlerai pas et je ne m'en ferai pas outre mesure parce qu'il peut y avoir des accidents, mais vraiment des accidents quand le chirurgien fait mal son... Mais c'est pas comparable. C'est pas... Déjà, le fait de les comparer, très sincèrement, je trouve que c'est amoindrir cette souffrance qui existe depuis je ne sais plus, comme des centaines et des centaines d'années et qui s'exerce sur le corps des femmes. Voilà ce que j'avais à dire. Mais la lettre ouverte, franchement, je trouve que vous allez voir que ça va remuer pas mal de monde. Voilà. Ah oui, oui. Parce qu'on ne peut pas s'émouvoir sur 4 petites filles, bien que ce soit important, hein, d'accord, à qui le père leur dit « je vais te tuer si tu ne portes pas le voile ». Et puis, ma foi, l'excision, étant donné que c'est dans un endroit caché, et puis voilà, là, il faut absolument se taire. Là, je crois que c'est un crime très dangereux, enfin, comme tous les crimes, mais il est assez particulier, celui-là, parce que vraiment, il s'exerce sur les corps des petites filles. Et notre devoir est de le dénoncer, et encore et encore. En tous les cas, merci, ça a été très, très enrichissant. Même si on a lu le livre, c'est beaucoup plus interactif. Voilà. Je ne sais pas si tu as vu, Luce, Huguette, elle voulait intervenir. Oui. Oui, Huguette. Bon, j'ai trouvé le nom de la jeune femme en question et j'ai trouvé aussi le titre du film qu'elle avait présenté. C'était en 2004, alors je ne sais pas ce qu'elle est devenue. J'avais des contacts avec elle dans les années qui ont suivi. J'ai été invitée à un colloque de cette association-là, mais je l'ai perdue de vue, puis elle aussi probablement m'a perdue de vue. Alors son nom, c'était Awa Bokar, B-O-C-A-R, Li, L-Y. Le titre de sa communication, parce qu'elle est toujours, j'imagine, sociologue, et elle se présentait comme spécialiste des mutilations génitales féminines. Le titre de sa communication en 2004, c'était « Faire face aux mutilations génitales féminines, un défi pour les professionnels de la santé au Québec, un enjeu pour le mouvement féministe ». Et le film qui a été présenté et qu'elle a commenté s'appelle « La Duperie ». C'est un documentaire réalisé par le Comité interafricain de lutte contre les pratiques traditionnelles ayant un effet sur la santé des femmes et des enfants. Ça, c'était en 2004, donc ce documentaire-là, j'imagine qu'il existe toujours. Et il était vraiment très clair, c'est une opération qui était en cours. Et Awa était associée à l'Université d'Ottawa, mais elle n'avait pas de poste à ce moment-là. Je ne sais donc pas ce qu'elle est devenue, mais c'est une ressource certainement parce qu'elle était membre et fondatrice d'une association qui s'appelait Femmes africaines Horizon 2015. Et puis le film en question et puis après, je sais pas. Le documentaire a été réalisé par le Comité interafricain des femmes de lutte contre les pratiques traditionnelles. Et le titre de la communication de Awa, c'était un défi pour les professionnels de la santé au Québec comme enjeu pour le mouvement féministe. Donc, c'était déjà une préoccupation des liens avec le système de santé québécois. Et ça, c'était il y a 17 ans. Donc, il y a sûrement encore des femmes au Québec, des Africaines d'origine, qui s'intéressent à ça. Je vous souhaite en tout cas de les trouver parce que sûrement qu'elle n'a pas perdu son intérêt pour la question. Ok, merci beaucoup. Moi, j'ai mal entendu, c'est Awa Bokar. Awa Bokar Li. Awa Bokar Li. Bokar, B-O-C-A-R, Bokar, si on veut, en français, Li, L-Y. Ah, d'accord. Et Awa avec un H avant ou bien avec un A? Non, A-W-A, d'habitude en Afrique. A-W-A seulement. Simplement Awa. Il n'y a pas de H. La H, on la met dans les... non, en Algérie, Awa existe, mais avec un H. Voilà. Avec un H avant. Merci.
Oh oui, Nanda. Oui, et je voudrais poser la question à André, qui est médecin. Comment est-ce que peut arriver, si ça pourrait arriver que dans la carrière, dans les études, dans la formation de médecine, on arrive à dire une chose aux étudiants, la religion, c'est pas la génétique. Parce que quand on parle des abus qui viennent de la religion, les scissions, les mariages forcés, tellement de pratiques, les gens disent tout de suite, sois pas raciste. C'est parce que vous êtes, bon, c'est pas mon cas, Oui. mais mon fils est blanc, Ça, il c'est s'appelle vrai. Olivier Houle, non? Et le fait que mon fils est blanc, il s'appelle Olivier Houle, quand il a dit à l'école, ma mère veut pas que je prenne les cours d'éthique et culture religieuse, et même mon fils disait, il existe la loi de la gravité, pourquoi on me dit qu'il y a un Dieu dans les ciels, il va se casser la gueule, il va tomber du ciel. Et tout de suite, on m'appelle de l'école comme si l'enfant avait dit quelque chose de grave. Mais une fois qu'on arrive, qu'arrive la mère d'Olivier ou le garçon blanc qui a les noms de famille québécois, il voit que sa mère n'est pas blanche ni pas québécoise. Il change, il dit, peut-être que vous vous êtes trompé, vous êtes sûr que vous avez dit ça, et parce que votre fils a dit que la religion, c'est question de mythomane, et ça, c'est très irrespectueux. Alors, j'ai dit, mais c'est pas irrespectueux. Et il voulait les mettre à faire un truc sur, il a dit, on veut apprendre à votre fils à ne pas être raciste. Et j'ai dit, non, 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 que c'est pas comme ça, la religion, c'est pas la génétique. Oui, mais ici, on a des élèves noirs, des élèves, j'ai dit, noir ou pas noir, c'est pas la même chose. Alors, j'ai dit, je pose la question à André, André, est-ce que quand vous étiez formé en médecine, il y avait quelque chose, je vous parle de mon ignorance par rapport à la médecine. Vous êtes formé aussi pour savoir que la religion, ce n'est pas la génétique, parce que les médecins de McGill maintenant protestent parce qu'ils veulent avoir toutes les femmes voilées là-bas et ils trouvent que c'est raciste, mettre dehors la religion des hôpitaux. Une question odieuse que je pose. Ça semble. Je ne vois pas quel rôle je peux jouer là-dedans. Qu'est-ce que c'est la question? C'est quoi déjà? la question, Ananda? Non, comment on arrive à voir des gens dans des facs de médecine ou des spécialisations dans la médecine qui peuvent croire que mettre dehors la religion ou être contre la religion dans les hôpitaux, c'est raciste. Pourquoi des gens qui sont dans la science peuvent croire qu'être athée ou être laïque, c'est être raciste? Si la race n'a rien à voir avec la génétique. Je ne sais pas si je peux dire. Je ne vois pas très Mais bien. Excusez, mais je ne vois pas très bien la question. Mais c'est parce que ce n'est pas une question, en fait, qui s'adresse directement à la médecine. Mais non, c'est ça. La question a été posée peut-être dans un cadre médical. Ouais, mais ce n'est pas une question médicale. Elle est beaucoup plus, ça passe beaucoup plus au niveau social, communautaire ou politique. Tu sais, c'est que la question, toi, tu dis qu'on a posée, c'est que pourquoi éliminer la religion de la science ou de la médecine? C'est ça? Oui, quand on dit sortir la médecine, sortir la religion des hôpitaux, rendre laïque toutes les institutions. Oui, il y a des gens qui pensent tout de suite que c'est raciste. Et j'ai dit, mais on joue sur le mot religion. On joue sur le mot religion, je ne sais pas. Je ne vois pas très bien. Je m'excuse. Non, c'est que attends, il n'y a aucun racisme. Quel est le rapport entre le racisme et le fait de prendre, de dire, bon, l'hôpital, tout ce qui concerne la santé, la médecine, on ne tient pas compte de l'appartenance religieuse de qui que ce soit. Je pense que c'est une question de justice sociale. C'est une question de morale, d'éthique, de fonctionnement. Et puis, en plus, tout ce qui est... ça doit pas être ces questions-là n'ont pas à être encombrées par des questions religieuses ou morales. C'est un choix de société où on parle justement d'égalité et on veut être respecter justement la provenance et puis comment je pourrais dire, les croyances de chacun. On n'insiste pas ni sur un ni sur l'autre. C'est un lieu neutre, on pourrait dire, entre guillemets, là, où on est là pour soigner,
pour faire de la recherche scientifique, n'importe quoi, mais pas pour parler de, je sais pas moi, de religion ou de morale. Ou Non, pour embrigader quoi que ce soit. Ouais, c'est ça. On constate et on essaye d'agir pour que la personne aille mieux, c'est tout. C'est toute la question de la laïcité où les gens ont leurs croyances personnelles. Ça n'a pas interféré avec le travail, puis avec la façon de faire, puis la façon de traiter les individus. Ouais, en tout cas, c'est ce que je dirais. Tu sais, ce n'est pas une question non plus où on va commencer à diviser eux, nous, eux comme ça, nous sommes comme ça, ceux-là, on leur donne ce traitement-là. Non, les autres ne peuvent pas venir ici. C'est reculer, c'est retourner en arrière. Non, je posais la question, peut-être je la pose mal, mais j'ai dit, c'est pas ma langue maternelle, le français. Ça me scandalise voir de plus en plus, surtout McGill, quand il y a eu la loi sur la laïcité, quand elle n'était pas encore approuvée, qui protestait, disait, c'est raciste, la loi de la laïcité. Je disais, mais c'est des gens qui sont dans la science, pourquoi ils mêlent religion et médecine? Pourquoi ils sont d'accord que même la religion et les gens avec un voile ou n'importe quel signe religieux soient présents dans un hôpital? J'ai dit quand les médecins sont, je ne dis pas des patients, les médecins, les infirmières, pourquoi on mêle ça? Quand je vais chez les dentistes, de plus en plus, je vois des gens qui font le nettoyage dentaire, et presque toutes des femmes voilées. Et je pose toujours la question à l'entrée, à l'accueil, est-ce que je pourrais avoir une hygiéniste dentaire qui ne soit pas voilée? Ah, et tout de suite, tout le monde saute dans le bureau. Madame, ici, on n'est pas raciste. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit, mais je veux quelqu'un qui soit neutre. Et tout de suite, les gens éclatent. C'est comme si je viens de dire une chose de criminelle. Et tout de suite, on est signalé comme des racistes. Mais je dis, ce n'est pas raciste. C'est une question religieuse, mais je ne vais pas la voir dans le côté médical. Est-ce que je peux être recevoir par un médecin ou un dentiste ou quelqu'un qui fait le nettoyage dentaire qui ne porte pas un signe religieux? Et tout de suite, c'est ça, c'est surtout l'administration saute à dire ici, on n'est pas des racistes. Mais c'est toute la question de la laïcité. C'est la question de la laïcité. Et puis, une loi qui est quand même là, puis qui a été passée, bon, parce que c'était acceptable, mais c'est parce que c'est la loi qui est à moitié faite aussi. Hein. À un moment donné, on devrait dire c'est fini partout. Dès que c'est dans le secteur public ou n'importe quoi, c'est fini. Aucun signe, on n'en supporte aucun pour personne. Ça devient l'égalité, comme ça, on va arrêter d'en parler. Ceux-là ont le droit, ceux-là n'ont pas le droit. C'est ça. Et ensuite, ben, la question du racisme, comment je pourrais dire, l'insulte de l'heure, là. C'est dans le moment, justement, tous ceux qui... Enfin, c'est une autre question. Tous ceux qui se disent antiracisme et qui basent tout leur discours sur du racisme pur et dur. Tu sais, on se retrouverait au 18e siècle, là. Oui. Fait que là, c'est ça, hein? Enfin, c'est ça. Je ne sais pas si on a répondu à votre question, mais... On a essayé. Oui. Voilà. Bon. Lila, oui. Ben, écoute, moi, je voulais vraiment vous dire merci parce que c'était vraiment une belle présentation. Hein. Franchement, c'était clair, c'était... comment dire, c'était bien dit. J'insiste en fait pour reprendre cela. Je sais que c'est du travail et vraiment le rendre public cette question de l'excision. Parce que vous avez dit tout à fait au début qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient aimé être prévenues que le livre est violent, etc. Moi, je pense que le fait que vous avez déjà fait, je me répète, hein, un envoi à Régine Laurent, ce serait bien qu'aujourd'hui, ces choses-là existent. Elles sont en augmentation partout. Si je prends seulement l'Égypte, un pays que je connais, où
il y a 30 ans de cela, peut-être 30-35 ans, il y avait peut-être entre 15-20% maximum de femmes égyptiennes qui étaient excisées. Aujourd'hui, on dépasse les 80%. Ah oui, c'est ça, oui. Donc, alors, en si peu de temps, il y a une augmentation de 60-70%. Et je crois qu'avec les chiffres que vous avez, avec la présentation que vous avez faite, je suis persuadée, alors là, sinon, je serais désespérée, je serais persuadée que vraiment, ce dossier va être pris en charge et qu'il y aura des réactions et les gens vont répondre positivement. C'est absolument à savoir. Il y a aussi les crimes d'honneur, il y a aussi… Et tout cela, en fait, c'est… je crois que c'est une façon objective et intelligente de répondre à ce relativisme culturel qui est en train de bouffer le vivre ensemble. Voilà. Et dans un relativisme culturel, la personne qui est constamment perdante, c'est bien la femme. Et je crois que notre rôle, effectivement, étant donné qu'on est à PDF pour les droits des femmes, il faut absolument reprendre ce dossier. Je ne vous l'impose pas, mais je le trouve tellement intéressant et je suis persuadée qu'il y a beaucoup de personnes qui vont accrocher et je suis certaine que vous serez appelés même par des journalistes. Voilà. On le souhaite parce que nous, après la première, après le lancement, il y a juste une… Mais il faut dire que oui. Il y avait la pandémie peut-être juste après, non? Oui, parce qu'on avait fait aussi un article qui avait paru dans Le Devoir et qui a paru exactement la veille de la pandémie. Alors, évidemment, il n'était plus question d'autre chose. Donc, c'est tombé comme ça. Moi, je pense… C'est sûr que c'est à reprendre. Ah oui, très sincèrement, moi, je pense que c'est à reprendre parce que… c'est ce à quoi on a pensé qu'il fallait s'employer. Ah ben merci beaucoup. Vous aussi, merci. Vous aussi, merci. Merci beaucoup pour votre présence. Il y a Daniel qui veut parler. Je vous ai entendu, je vous ai écouté et je reprends ce que je disais tantôt. Je crois que ce dossier devrait être envoyé au secrétariat de la condition féminine par rapport à la consultation sur la stratégie de l'égalité qui va sortir en 2022. Parce que vous avez développé, vous avez beaucoup d'informations, vous avez des propositions, des recommandations, puis ça vaut la peine de leur envoyer. Même s'ils ne font rien avec, comme Régine Laurent pour l'instant, mais au moins, vous faites preuve d'un suivi puis d'une constance dans toute la démarche depuis des années que vous avez entreprises toutes les deux sur ce dossier-là. Alors donc, et moi je vous appuie. Si vous avez besoin que je l'envoie pour vous, ça me fera plaisir. OK, merci. Mais nous, je me rappelle, après le lancement, on l'a quand même envoyé au ministre de la Santé, des députés. On n'a eu aucune réponse. Silence total. Non, mais ça fait partie du jeu, ça. Ouais. On envoie puis ils ne répondent pas. Mais on ne sait pas le chemin que ça fait parfois. Oui. Et passer par la presse, les réseaux sociaux, passer par… Bon, je laisse Christine. C'est juste pour Daniel, quand tu dis d'envoyer, toi, c'était un document ou moi, j'enverrais le livre? Oui, ben, c'est la consultation. Oui, non, mais à la consultation, même envoyer votre livre, qui est à PDF pour le livre. Oui, ça, c'est des outils qui vont servir absolument. Oui. Puis là, j'ai vu que Huguette voulait parler. Oui, comme suivi à la rencontre d'aujourd'hui, pourquoi est-ce que, comme prétexte pour les personnes qui n'étaient pas là, leur envoyer aussi un lien à l'article du journal Le Devoir suite au livre? Autrement dit, on avait bien résumé la question là. Ça qu'effectivement, après la sortie, beaucoup de personnes n'avaient peut-être pas eu l'occasion de lire ou de s'intéresser à la question. Oui, c'est une bonne suggestion aussi. Oui. Et ça va peut-être susciter à ce moment-là de l'intérêt plus grand que simplement, bon, aujourd'hui il fait beau, c'est une des rares journées où il a fait beau, il y a peut-être beaucoup de gens qui sont dehors. Et moi, je suggère ça dans le bulletin. C'est vraiment de l'information, du partage d'informations. Merci. Merci. Voilà. Ben, je pense que… Merci André.
Voilà, je pense qu'on arrive à la fin. Merci. Et puis vraiment, merci André, merci Luce. C'était très intéressant. Merci à toutes celles qui étaient présentes. Merci à celles qui se Merci. sont occupées de la technique. Voilà, Oui. comme toujours, ça a été parfait. Ok. Et puis, on lâche pas. Merci. Ok, non, Voilà, c'est ça, on c'est le essaie. On lâche pas. Oui, On lâche pas. final. On Ok. lâche pas. Merci beaucoup, hein. tout le Merci monde. Merci tout le monde. Hein. Et bonne fin de semaine. Merci beaucoup. Voilà, ici chez moi, il fait pas beau, il pleut beaucoup. Hein. Merci Christine, merci. Ok, Merci. au revoir. À la Merci à prochaine.